Le sénateur Harder. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je prends la parole en tant que représentant des institutions, pas en tant que militant. Mais je pense qu'il est important de soulever certains points dans le cadre de notre étude de la motion dont nous sommes saisis. J'aimerais vous rappeler un discours prononcé par Ian Shughart à partir de ce siège même en juin 2023. Il nous a invités à penser à l'avenir en sa compagnie et il a dit « En cette législature, nous avons vu que la composition du Sénat a beaucoup changé. Si le gouvernement est réélu, il y aura d'autres réformes au Sénat. Plus on s'écarte de la notion de parti, plus on sera indépendant. On pourrait se retrouver avec bon nombre de sénateurs qui s'établissent comme opposition par rapport au gouvernement. On pourrait donc se retrouver face à une lutte perpétuelle si de plus en plus de sénateurs indépendants se donnent le droit de bloquer des textes de loi qui viennent du gouvernement. Maintenant, je suis convaincue que nos processus et nos institutions démocratiques sont suffisamment en santé pour nous donner un autre gouvernement. Et si c'est le cas, certains sénateurs pourraient ressentir le besoin de s'opposer aux textes de loi qui nous viennent de l'autre endroit sur des fondements philosophiques. Ça risque d'être une recette pour la paralyse parlementaire. Les deux scénarios créent la possibilité que notre institution pourrait risquer d'agir de façon non démocratique en faisant fi des désirs de l'autre chambre. Nous ferions alors face à une crise parlementaire. Et il termine en disant que nous avons bénéficié de structures fonctionnant bien dans notre pays. En avril 2018, j'ai déposé un document portant sur le rôle constitutionnel du Sénat du Canada. Et j'aimerais vous faire part de certains des arguments qui ont été faits. Dans le Sénat, il faut faire preuve de comportement faut faire preuve de prudence. Le pouvoir du Sénat n'est pas défini par l'institution. Le Sénat est là pour se conformer à son rôle à titre de chambre haute. Et la question, donc, ce n'est pas de savoir jusqu'à où le sénateur peut aller, parce que ses pouvoirs lui permettent d'aller beaucoup plus loin que tous les autres organes non élus à l'étranger. La question idoine, c'est de savoir jusqu'à où le sénateur devrait aller si son opinion va à l'encontre de celui exprimé par la Chambre. Le rôle n'est pas défini de façon stricte. En fait, la méthode de sélection des sénateurs en 1867 est un indicateur probant de la fonction du Sénat. Les sénateurs étaient nommés parce que les fondateurs estimaient que sans mandat clair, les sénateurs pourraient contrer la volonté de la Chambre dans certaines circonstances. Il est crucial dans ce temps de changement que nous reconnaissions les subtilités des fondateurs de notre pays. Ils voulaient une Chambre haute qui pourrait agir à titre de garde-fou contre la tyrannie de la majorité. Au bout du compte, la Confédération était une occasion pour revenir à la sécurité d'une chambre haute qui devait travailler en complément avec les travaux de la Chambre. La Cour suprême l'a confirmé en 2014 lorsqu'elle a décidé qu'il faudrait avoir des amendements constitutionnels si on voulait avoir une chambre haute élue. Ayant passé au travers de documents historiques et de doctrines, la Cour a dit que l'architecture qui avait été adoptée par les fondateurs voulait dire que la Chambre haute devait faire preuve de déférence par rapport à la Chambre des communes et qu'il ne fallait pas mettre en péril cet équilibre délicat. Permettez-moi de vous faire état de la décision. Le choix des sénateurs
est fait de façon à ce que le Sénat soit complémentaire à la Chambre et ne soit pas un rival par rapport à la Chambre et au processus parlementaire. Et les sénateurs n'auraient pas la même légitimité que les députés élus et par conséquent devraient se conformer à leur rôle et ne devraient pas se considérer comme étant des égaux par rapport à la Chambre. La Cour suprême s'est exprimée de façon très claire. Le Sénat nommé reflète la volonté des fondateurs, à savoir le fait que la Chambre des communes agirait en complément de la Chambre haute, comme le dit le professeur Smith. Au lieu d'être un rival, le Sénat fait complément aux travaux de la Chambre. Dans ce contexte, les sénateurs devaient étudier les textes de loi du gouvernement en appliquant leur sagesse, tout en exerçant une déférence vis-à-vis des textes de loi adoptés du côté de la Chambre. Par conséquent, le biais du Sénat devrait être la déférence et comme l'aurait dit Larry Davis, il faut calmer ses ardeurs. Mais qu'est-ce qu'on entend par calmer ses ardeurs? Eh bien, c'est compliqué et nous voici dans une situation complexe. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Moi, à titre d'institutionnaliste, je ne vais pas plier les chines par rapport à ce qui a été dit. Je ne pense pas que la Chambre des communes essaye de nous leurrer. Je ne pense pas qu'il existe une proposition cynique qui ferait en sorte que nous ne serions pas en mesure de traiter de la partie 4 parce que c'est un projet de loi qui débloque de l'argent. Je pense honnêtement que c'était la première occasion pour un Parlement minoritaire qui comprenait qu'il y avait eu une occasion préalablement dans un autre Parlement minoritaire et je pense que eux sont aussi surpris que moi-même de constater la nature du débat que nous avons depuis quelques semaines sur la question. Alors, si vous êtes institutionnaliste comme moi, je pense que vous devez faire confiance à l'autre chambre et croire que la Chambre fonctionne de bonne foi. Cet amendement, à mon avis, va trop loin relativement au rôle du Sénat et va trop loin parce qu'il émane d'une position cynique que je ne partage pas et je ne pense pas que le Sénat mérite de nager dans ce cynisme. Pour ce qui est des discours qui ont été faits, j'ai bien apprécié le discours du sénateur Deacon fondé sur les arguments qui ont été proposés en comité et à la Chambre. J'ai été le voir par près pour lui dire à quel point j'avais été impressionnée par son discours. Et si votre intention est de nous éduquer et d'éduquer aussi le public de façon générale, ainsi que les députés, sur les questions qui relèvent de la protection des renseignements personnels, eh bien, je serai pour. En fait, je serai le premier à m'opposer à une motion qui voudrait le contraire. Moi, il y a 25 ans, j'étais là lorsque la loi a été conçue. Et vous savez, la chose n'est pas aussi facile que certains voudraient le prétendre. Il faut prendre en compte toutes les attentes et il faut négocier. Et vous savez, la technologie a aussi évolué au cours des 25 dernières années. Voilà pourquoi le Canada est passé de leader à retardataire. Alors, je recherche toujours des occasions constructives qui permettent au Sénat de faire évoluer les choses sans faire obstacle à ce que fait la Chambre. Je vous exhorte à ne pas adopter cet amendement relativement à cette mesure. Mais n'abandonnez pas, nous devons continuer à débattre de la question et nous devons avancer de façon informée. L'environnement législatif pourra ainsi être plus stable qu'il ne l'a été au cours des 3 dernières années. J'accueille favorablement la référence au comité des affaires législatives pour la partie 4, mais je n'accueille pas favorablement l'amendement dont nous sommes saisis.
J'estime qu'il est important pour nous, surtout étant donné que nous évoluons dans un Parlement minoritaire, c'est le troisième d'ailleurs d'affilée. Je sais que certains diront que c'est la 10e année du gouvernement libéral, mais c'est la première année du Premier ministre Carney. Et nous parlons de l'indépendance du Sénat et ça sera façonné par le fonctionnement de notre institution. Et la menace la plus importante qui pèse sur le Sénat indépendant, c'est les sénateurs indépendants. Je suis de ceux qui estiment que le modèle qui a été élaboré il y a 10 ans est un bon modèle. Pensons à l'avenir. Déterminons comment nous pouvons être un partenaire dans le dialogue parlementaire avec l'autre chambre. Pour cette raison, chers collègues, je vous demanderai de réfléchir à la question et je vous demanderai de déterminer ce qui est dans l'intérêt de notre Parlement à long terme. Et j'aimerais qu'on passe à autre chose. Sénatrice Clément, vous avez une question? Oui. Will Senator Harder? Of course. Sénateur Harder, est-ce que vous accepteriez une question? Oui. Merci, Sénateur Harder, de votre discours. J'aimerais réagir et ensuite j'aimerais vous poser une question à titre d'institutionnaliste. Ma première réaction, c'est par rapport au sénateur Shugart qui était à votre place et moi j'étais ici et j'ai pris connaissance de son discours par rapport à la déférence. En fait, il m'a donné 30 minutes après son discours pour que nous puissions en parler parce que j'ai vraiment trouvé que son discours était remarquable. Dans le cadre de ces 30 minutes, nous nous sommes mis d'accord pour ne pas être d'accord. En tout cas, j'ai trouvé que c'était remarquable de sa part de bien vouloir m'accorder ces 30 minutes. Je voudrais aussi réagir par rapport à vos propos portant sur le cynisme. J'ai proposé... J'arrive à la question à titre d'institutionnaliste, mais je voulais parler du cynisme d'abord. Le cynisme, ce n'est pas ce qui me pousse à présenter mon amendement, mais plutôt sur la confiance entre les citoyens et entre les institutions. Donc, ça vient de mon expérience personnelle. Vous avez dit, je ne suis pas activiste, mais plutôt institutionnaliste. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ceci. Les instituts doivent évoluer. Notre institution n'est pas la même qu'il y a 10 ans, voire 20 ans. Alors, il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait de l'évolution. L'ancien Premier ministre en a fait une de ses priorités. À titre d'institutionnaliste, ne reconnaissez-vous pas le fait qu'il faut que cette évolution soit réelle? Sénateur Harder. Merci de votre question. Je dis que je suis institutionnaliste, certes, mais ça ne veut pas dire que je suis régressiste et que je suis contre le changement. Le mois prochain, cela fera 10 ans que je suis là. Et j'ai toujours voulu que le Sénat soit plus indépendant et moins partisan. Le processus de nomination a été mis en place. Et quand je suis arrivée, je me sentais assez seule. Je regardais le groupe d'en face. Le sénateur Carignan le présidait et je me disais, je me sens seule. Je me souviens du premier projet de loi sur le budget. Le sénateur Carignan m'a demandé, mais vous avez combien de votes? Et moi, j'ai dit 3. Et il m'a répondu, mais sans blague. J'étais heureux de voir que le projet de loi a été adopté parce que, justement, le Sénat a bien voulu accepter son rôle. C'est-à-dire qu'on faisait preuve de déférence, peut-être pas officiellement, mais officieusement en tout cas. Il y a des amendements qui ont été apportés aux règlements sessionnaux justement pour que ça puisse se faire. Alors, en réponse à votre question, oui, effectivement, le Sénat a beaucoup évolué grâce à ceux qui nous ont précédés.
Certains ont adopté ces modifications de façon enthousiaste, d'autres non. Mais je veux que vous compreniez qu'il existe un risque d'aller trop loin. Et je voudrais que vous y pensiez. Parce que là, nous avons un gouvernement qui est minoritaire, un gouvernement qui subit des pressions importantes et qui n'accueillerait pas favorablement les perturbations que certains sénateurs prônent. Merci, sénateur.